Marie-Ève Nardou, je suis la cofondatrice de Aino Édition. C'est une marque qui crée et édite des tissus en matière naturelle. Donc le choix des matières, donc c'est la laine, le lin et le chanvre. En fait, je suis architecte et j'ai croisé la route du textile il y a 7 ans en me formant auprès de l'ENAMAC en Creuse, une association au savoir-faire lainier, donc au travail du feutre et ensuite au tissage. Voilà. Très bien. Et donc, quel est ton projet actuel ? Quel est ton projet actuel ? Donc, tu nous as parlé de 3 fibres et tu veux les travailler comment, ces fibres-là ? C'est de développer des tissus pour le secteur en priorité de la décoration. Je souhaite avoir une offre pour la mode également. Je m'adresse aux professionnels. Je m'adresse aux professionnels. Alors j'ai une pratique, en fait, je développe les tissus de façon artisanale sur des métiers à tisser à bras. Donc je crée des petits échantillons de tissus. Et ensuite, je suis amenée à chercher des partenaires pour le tissage à la machine. D'accord. Et quand le cheminement, je vais pour Lucille et Géraldine, je vais aussi revenir dessus. C'est vrai que c'est intéressant pour les personnes en général de se rendre compte des cheminements de vie finalement qui arrivent à une étape où on a envie de s'ancrer dans cette démarche engagée de produire en local. Ton cheminement d'architecte, est-ce que ça t'a amené Alors, c'est vrai que parfois, quand je parle de mon parcours professionnel, on a l'impression que j'ai fait un 360, mais en fait, non, je fais toujours le même métier. Bon, c'est un travail de designer, mais je questionne la matière comme j'aurais pu questionner, enfin le fil ou la laine, comme j'aurais pu questionner le bois ou le béton. Donc j'ai la même démarche globale, en fait. J'ai changé de technique, mais j'ai le même mode de pensée par rapport aux contraintes qu'une matière peut avoir, physique. Et où, là, en l'occurrence, travaille à la machine pour le tissage. Merci beaucoup. Géraldine, est-ce que tu m'entends ? Je vous entends très bien, ouais. Génial. Alors, je te laisse pareil te présenter en nous racontant ton cheminement, comment tu es arrivé à la direction de l'ENAMAC et puis ce que vous faites aussi chez l'ENAMAC. Oui, je m'excuse de ne pas être parmi vous. Je suis en effet à distance depuis la Creuse où est localisée l'association l'ENAMAC qui a été créée en 2009. Et il se trouve que dans mon cheminement de vie, moi je suis issue du développement local et on avait un projet de vie qui nous a amenés dans le milieu rural. L'ENAMAC et mon opportunité à venir ici, à chercher un travail, c'est tombé en même temps. Donc j'ai la chance d'être chargée de mission, chef de projet, maintenant directrice de l'ENAMAC. Et donc je travaille depuis 2010 dans l'association. Merci. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de l'ENAMAC et de vos activités ? Oui, bien sûr. Donc l'ENAMAC, c'est une association de filière laine qui s'est structurée autour d'abord d'un centre de formation. Donc 50% de notre activité est dédiée à la formation professionnelle continue. Et on a aussi toute une activité de réseau d'entreprises qui constitue 50% du reste de notre activité. En sachant que nous, on est localisé à Felletin, donc connecté au secteur d'Aubusson, dans ce secteur historique du tapis, de la tapisserie d'Aubusson. Donc on a une approche de la filière laine assez spécifique, assez particulière. On ne vient pas de l'amont directement à l'élevage, on vient de l'aval et de ce réseau d'entreprises à la fois filature, manufacture de tapis, de tapisserie et artisans directement liés aussi à ce bassin historique. Et donc, comme je dis souvent, quand on travaille bien, on arrive à remonter jusqu'à l'élevage, mais on est d'abord sur vraiment renforcer les métiers et les capacités productives du réseau d'entreprises. Et on essaie, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir intégrer des entreprises qui ne sont pas sur le territoire, mais qui sont, comme nous, attirées par ce secteur de la décoration, attirées par une laine, je dirais, axée haut de gamme, avec une approche qui peut être d'ailleurs celle de Marie-Ève Nardou sur Aino Édition, mais on est
donc depuis peu d'ailleurs, depuis 4 ans maintenant, on gère aussi un incubateur d'entreprise qui est tout de suite dans la logique et dans la ligne directe en continuité avec le centre de formation. Génial, merci beaucoup. Je reviendrai sur ce que tu as commencé à raconter un petit peu, pas sur la question qui vient juste après. Je passe la parole plutôt à Lucille pour Lucille. Just in time. Coucou, génial, bienvenue. Lucille, est-ce que tu peux, donc pareil, nous raconter un peu ton cheminement, ton chemin de vie pour arriver jusqu'à ton activité de tisserande et ce que tu fais en tant que tisserande? Donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je viens juste de réussir à me connecter. Du coup, je vais reprendre un peu ce que Marie-Ève a dit. Moi aussi, je suis passée par l'ENAMAC pour faire une petite mise au point sur le tissage artisanal, etc. Même si dès le début, je voulais travailler dans les fibres végétales. Donc moi, je suis arrivée à l'ENAMAC et j'ai découvert finalement la laine là-bas. Et du coup, c'est vrai que on va dire que les personnes avec qui j'étais pendant cette formation m'ont transmis quelque chose de fabuleux, avec des paillettes dans les yeux. Et du coup, je trouvais ça vraiment très, très sympa. Et je me suis penchée sur cette matière. Puis après, pour mon projet de tissage, j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer à Castres, pour essayer d'apprendre avec des tisserands qui étaient encore sur place. Donc j'ai eu l'occasion, moi du coup c'était faire la transition et la traduction entre les métiers artisanaux. Je m'entends en écho, du coup c'est assez perturbant. Donc faire la traduction entre les métiers artisanaux et les métiers mécaniques pour essayer de faire des choses simples, mais qui permettent aussi de faire un peu de quantité. Donc bon, on est quand même sur des matières où la matière première est plutôt réduite et voire une matière un peu d'exception. Donc du coup, l'idée, c'est de faire un beau travail ultra qualitatif, pas forcément sur des grosses quantités, mais sur des volumes qui permettent de vivre aussi, parce que je pense que c'est un point qu'on va peut-être aborder. L'idée, c'est de réussir à faire vivre les gens dans cette filière. Donc voilà, donc maintenant je suis à Castres, je tisse en partenariat avec plusieurs tisserands, ce qui me permet de travailler sur différents métiers à tisser. Du coup, de comprendre les machines, de voir quelle machine fonctionne mieux avec telle ou telle matière, parce que le chanvre, le lin ou la laine peignée, voilà, chaque matière va avoir ses caractéristiques et aussi son adaptabilité à la machine. Et l'idée avec les laines de pays, on va peut-être pas rentrer dans le détail du tissage, mais c'est réussir vraiment à trouver la matière, comment elle communique avec la machine et comment du coup on peut des fois contourner la machine pour réussir à faire des choses qui parlent aussi à l'artisanat et à la matière avant tout. Ok, merci beaucoup. Lucille, j'ai quand même une petite question par rapport à ton cheminement. Donc tu es passé par l'ENAMAC, mais avant, est-ce qu'il y a dans ton parcours de vie, est-ce que tu avais déjà pris des engagements comme ceux que tu prends actuellement en tant que tisserande? En fait, moi, c'est une reconversion. J'ai toujours tissé à bras, donc du coup, ou le tricot. Donc, il y a toujours eu dans la famille quelque chose de très proche du textile. Ma grand-mère était couturière, mon arrière-grand-mère également. Donc, il y avait ça. Après, moi, je me suis plutôt orientée du côté agricole de la famille, où j'ai travaillé pendant 8 ans dans le vin. Mais du coup, dans un milieu des vins naturels, en biodynamie. Et du coup, toute cette idée de résilience, que la terre nous offre quelque chose et que c'est à nous de le transformer pour l'adapter, mais dans le respect de sa production. Je pense vraiment que ce sont deux images qui se communiquent. Après, moi, c'est une reconversion, ce qu'on appelle une reconversion Covid, clairement, au niveau professionnel. Ouais. Ok, merci beaucoup. Super. J'ai envie de vous proposer de partir sur une discussion toutes les trois avec une question
Donc là, le thème, c'est quand même d'aborder l'impact en local, votre impact en local par rapport à cette filière lainière qui se veut en voie de développement en local en France. La question sachant que effectivement, Lucile, Marie-Ève, vous ne travaillez pas forcément que la laine, mais en tout cas, c'est un produit que vous valorisez. Et moi, j'aimerais du coup, sur cet axe plutôt lainier, que vous me disiez pour vous, c'est quoi avoir un impact local ? C'est comme ça que j'aimerais reformuler la question et qu'on puisse échanger dessus. Moi, j'ai du mal à apprécier l'impact que je peux avoir à mon échelle, localement. Après, ça m'intéresse d'avoir l'avis, effectivement, de Lucile et Géraldine. C'est difficile d'apprécier un impact local, sachant que je ne source pas la matière auprès d'éleveurs. Enfin, voilà. Je pourrais encore être plus proche de la matière, mais ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Donc là, j'ai un peu de mal à mesurer mon impact. J'espère que j'en ai un. Mais... Alors, ce qui va être peut-être intéressant, c'est effectivement de voir comment, à ton niveau, en tant qu'acteur de cette chaîne de valeur, tu t'insères en fait dans un impact local qui est effectivement peut-être sur différents points de cette chaîne de valeur entre Lucile et Géraldine aussi. Je me permets de préciser que tu fais un sourcing auprès d'éleveurs en local quand même, et que tu vas très loin dans cette démarche-là, ce qui n'est pas forcément courant d'aller jusqu'aux éleveurs pour travailler la matière et agriculteurs. Donc je tiens à le préciser. Mais effectivement, Lucile et Géraldine, quel est... donc pour vous, c'est quoi avoir un impact local ? Le coup du micro. Oui, alors en fait, je dirais de diverses manières, parce qu'au niveau de notre centre de formation, si je parle là déjà du centre de formation, on fait intervenir des formateurs qui viennent des quatre coins de la France. On n'a pas des formateurs qui sont en lien direct avec le territoire. Par contre, je dirais que dans l'ADN de l'association et du centre de formation et de nos formateurs, tout le monde a toujours voulu faire découvrir un maximum de matières locales. Donc nous, il y a vraiment l'aspect découverte et chaque formateur va pouvoir venir avec des laines de terroir où on pourrait reprendre le vocabulaire du vin, comme le ferait très bien Lucile, parce que ça fait vraiment, c'est des matières qui ont une histoire par rapport à une race, un territoire. Et donc, dans ce cas, on rapproche vraiment la laine à ces terroirs. Donc ça va être le rôle de nos formateurs. Donc l'impact, il va être en lien avec notamment la provenance de nos formateurs qui vont pouvoir faire découvrir. Et puis, plus récemment, depuis 2019, on a décidé, nous aussi, en tant que centre de formation, de pouvoir agir sur nos approvisionnements. Donc, on a une campagne de sourcing de matières en lien avec nos départements. Donc, le département de la Creuse. On peut aller capter des races aussi limitrophes. Par exemple, on l'a fait au niveau de l'Allier. Et en fait, on a voulu travailler sur les races, 3 types de races typiques de notre territoire. Donc, sur la race la plus rustique, chez nous, c'est donc la brebis limousine. Une race croisée qui est en fait un mélange de races sur du croisement stable Texel, Charolais, Suffolk. Et puis, on est aussi allé travailler la race la plus fine qui est l'Île-de-France. Ensuite, nous, on ne vend pas du fil, donc on vient uniquement tester les approvisionnements. D'ailleurs, il se trouve que sans qu'on se soit concerté sur cette table ronde, et Lucile et Marie-Ève ont été directement concernées par ce travail. Et nous, on travaille bien quand ensuite une entreprise s'approprie finalement la matière. Et il se trouve que la filature Fonty a été très intéressée par une catégorie de laine qui était avec de l'Île-de-France, donc sur la race semi-fine. Et Marie-Ève Nardou aura un projet cette année avec l'une de ces laines. Enfin voilà, c'est comme ça que à la fois on vient apporter des idées d'approvisionnement, des idées de race, directement en lien. Alors là, on a commencé par notre territoire, mais on pourrait demain aller sur un autre département
Et voilà. Et ensuite, l'idée, c'est que des entreprises puissent s'approprier les recherches et ensuite que ce soit elles qui commercialisent. Et ça permet ensuite d'avoir des projets comme autour d'Aino Édition et d'autres entreprises, notamment qui participent à l'incubateur au Mylen, et bien d'avoir des laines totalement tracées. Merci. Et Lucille, je te laisse peut-être parler de tout ton projet génial de chaîne collective et de thèse de laine française. Et puis avant quand même, bon, je vais faire un petit focus. Je sais que vous êtes bien dans le nord par rapport à moi, mais c'est vrai que là, en région Occitanie, il y a vraiment pas mal de groupements d'éleveurs maintenant depuis des années, notamment autour du mouvement laine paysanne, qui bouge très fort. Du coup, on a accès à des fils qui commencent à avoir de l'expérience, entre guillemets, et qui s'affinent, qui vont plus loin dans les mélanges, qui vont de plus en plus justes, qui sont... Du coup, voilà, on commence à avoir un retour d'expérience de la filature jusqu'au produit fini avec ce mouvement qui je trouve, est vraiment très intéressant et inspirant. Moi, après, voilà, mon travail, c'est de me mettre au service. Et du coup, c'est essayer de faciliter, une fois que cette matière première, ces toisons sont lavées, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va avoir tendance à faire du fil pour le tricotage. Donc, du coup, déjà là, il faut penser aux designers, couturiers, etc., de bien faire la différence entre ce qu'est un tricot et un chaîne et trame, ce qui n'est pas souvent le cas. D'où l'idée aussi de la formation, de communiquer, c'est vraiment de faire de la pédagogie là-dessus. Parce qu'un fil à tricot ne va pas être un fil à passer sur métier à tisser et inversement. Donc tout ça, c'est des retours d'expérience qui vont se faire avec le temps, d'où le fait que du coup, ce que je propose, moi, c'est donc de monter une chaîne partagée. Et en fonction des matières que je reçois, je peux les passer en trame. Ce qui fait qu'au moins, à défaut, la matière ne reste pas en cône pendant des années dans un placard. Ce qui est le cas finalement de beaucoup de passeurs de laine ou transformateurs qui ont du mal à avoir le débouché chaîne et trame, parce qu'on est plus nombreux à faire ça. Et déjà, bon, je me dis, même si c'est que du 10 mètres, du 20 mètres, au moins ça fait de la laine de pays qui est en circulation. Et pour moi, c'est ce que je vois le plus valorisant pour valoriser ce qui a été fait au travail. Mais vraiment, ça va de l'éleveur de brebis dans son pré. Hein. C'est vraiment une valorisation globale de la filière. Génial, merci. Merci beaucoup. Effectivement, là, de tout ce qu'on vient de se dire, c'est ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même un fort écosystème, et vous êtes au sein de cet écosystème qui, en tout cas dans le sud, vont même jusqu'à se réunir. Donc tu parlais de groupements d'éleveurs, Lucille, mais tout ce travail effectivement de sourcing, tu as commencé à l'aborder, Marie-Ève, et de formation évidente avec l'ENAMAC. On retrouve un écosystème qui permet finalement d'arriver à valoriser la laine en local. Est-ce que sur le sourcing de la matière, Marie-Ève, je m'adresse à toi, sur les travaux par exemple que tu as entrepris avec Lucille, est-ce que tu vois, toi, un intérêt à travailler avec de la laine locale ? Oui. Bon, le thème, c'est le circuit court. Moi, je développe. L'éco-conception, pour moi, c'est pas de la communication, c'est pas du greenwashing, c'est une science. Donc, effectivement, de sourcer des matières à proximité. Et il y a de la ressource, donc ça, c'est des enjeux, c'est essentiel pour moi, c'est un des piliers de l'éco-conception, ce sourcing de matière en circuit court. Donc un intérêt, alors les laines en plus françaises, il y a énormément de races de moutons et il y a beaucoup de couleurs, donc il y a de la couleur dans la laine, il y a beaucoup de mélanges, c'est infini au niveau créatif. Et donc de s'appuyer aussi sur tous les savoir-faire qu'on a artisanaux, donc de découvrir tous ces savoir-faire, c'est fascinant.
Donc oui, il y a beaucoup d'intérêt à faire ce sourcing. Enfin, c'est au niveau créatif, c'est infini, quoi. Je veux dire, donc voilà, c'est passionnant, donc oui, il y a beaucoup d'intérêt à travailler ces laines, même si on les connaît pas très bien, même si elles ont pas que des qualités, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est peut-être les contraintes qu'on peut avoir. Et sans oublier les enjeux écologiques et effectivement s'assurer que ce qu'on fait a moins d'impact que peut-être, voilà, en tous les cas dans ce qu'on crée, dans ce qu'on fabrique et dans ce qu'on conçoit. Super, merci. Avec donc cette notion effectivement d'impact positif créative qui est aussi issue de cette valorisation. Est-ce que, je rebondis sur la créativité, est-ce que, parce que c'est vrai quand on parle d'impact, on définit plein de choses. Là, on a défini l'impact social, de regroupement aussi des différents acteurs de la chaîne de valeur autour, à travers aussi le pilier central de la formation. La création, la créativité, est-ce qu'elle part de la matière? Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Est-ce dans l'impact positif, parce que c'est vrai qu'on analyse beaucoup cette chaîne jusqu'au consommateur, mais la question est rarement posée au consommateur, finalement, et du coup, les notions d'accessibilité viennent très vite après, mais c'est vrai que la notion créative, de création, qui pourrait attirer en fait vraiment tout un public, est-ce qu'elle est au cœur de vos réflexions, que ça soit effectivement toi Marie-Ève, mais aussi Géraldine et Lucille? Est-ce que la créativité, la création est quelque chose qui a un impact positif pour vous dans cette filière locale? Enfin, c'est indissociable. C'est indissociable. Bon, après, Non, oui, je disais, c'est ce que disait Marie-Ève, en fait, c'est infini. Parce qu'on parle de choix de couleurs naturelles, de fibres, de toison. Donc Géraldine a parlé donc, des mélanges, etc. Ça s'affine. Mais après, quand on rentre dans le tissage, là, on passe encore à une autre étape de la créativité. Et en fonction des races qui composent un fil de laine, on va avoir plus ou moins de gonflant, on va avoir des notions aussi de feutre. Donc peut-être que la laine irait mieux sur du feutre directement. Et tout ça, ça se pose vraiment au tri de la toison. Et c'est pour ça que la filière laine, je trouve qu'elle est intéressante à son échelle. C'est qu'en fait, la matière est vraiment le fil conducteur et va définir le produit final. On ne va pas s'inventer, je sais pas, une housse d'oreiller avec n'importe quelle laine. Ça ne peut pas se faire. Donc, il faut être conscient des cheptels disponibles autour de soi. Il faut voir comment on lave, comment on trie, comment on lave, etc. Mais bon, après ça, Géraldine pourra peut-être plus en parler. Et c'est vrai que en fait, la matière s'impose à nous plus que nous. Là, pour le coup, d'où l'aspect résilience. Moi, je trouve qu'on n'a pas une perte de contrôle parce qu'on accompagne, mais oui, si, on a une perte de contrôle complet, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant quand on travaille des fibres naturelles, lainières, mais aussi végétales. Oui, si je dois compléter à mon tour, en fait, effectivement, la créativité, elle se passe à plein d'étapes différentes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la filière laine, en fait, c'est une filière très longue, avec plein d'étapes différentes. Et la créativité, ça peut être dès le départ sur une sélection de races, de laine, de couleurs, mais ça peut se passer à plein d'étapes. Nous, au niveau de notre association, on est allé un peu plus loin dans la recherche sur la partie fil, matière, avec un premier travail qui a eu lieu l'année dernière de résidence en lien avec une designer matière, et on est vraiment venu questionner le fil en laine française avec une base de laine française, et on est allé chercher des associations de matériaux ou des associations de couleurs naturelles, mais voilà, on est venu aussi remontrer que
eh bien, le fil de laine peut être en lui-même très créatif. Et ensuite, effectivement, que ce soit au niveau du feutre, de la maille, du tissage, la créativité, elle va être redonnée à chaque étape de la filière. Donc, c'est au cœur de cette créativité textile, de cette création textile, et c'est vrai que c'est indispensable. Juste aussi pour compléter ce que je disais tout à l'heure au niveau des laines locales pour la formation, je voulais aussi dire qu'on a créé un projet, donc une plateforme qui s'appelle l'Anatech. C'est assez amusant parce qu'au départ, quand on a fait cet outil, on pensait au départ référencer nos entreprises. Ensuite, on s'est vite rendu compte que nos adhérents eux-mêmes avaient besoin de savoir où était la filière laine en France actuellement, avec qui ils pouvaient travailler, qui est finalement un potentiel collaborateur. Et donc, rapidement, l'Anatech a pris une dimension finalement nationale. On est en plein travail sur cet outil, mais aussi ce que j'ai remarqué et ce que je voulais là préciser dans cette table ronde, c'est qu'on a mis en place un moteur de recherche qui permet, sans obligation, d'indiquer si la laine, elle vient de France, si la laine, elle vient d'un département, si elle vient d'une race de mouton. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on démarche quasiment toutes les entreprises, elles ont toujours une partie de leur activité qui peut être parfaitement tracée. Et finalement, l'Anatech est devenue plus qu'une simple référence. Enfin, on ne s'amuse pas à référencer toutes les matières, ce serait impossible. Mais spontanément, les entreprises nous demandent de référencer ce qu'il y a de plus français et je dirais de plus valeureux. Et donc, on s'est retrouvé finalement avec cet outil, moi que je trouve hyper intéressant par rapport à cette relocalisation, c'est-à-dire que en fait, les entreprises en profitent pour montrer vraiment les matières made in France, et ça nous permet aussi de présenter, pourquoi pas, des toutes petites entreprises ou des petites matières. Il n'y a pas de conditions de taille, et le moteur de recherche indique des quantités minimum, maximum. Donc c'est un outil qui est ouvert aux TPE, aux PME, aux industries, mais aussi au monde de l'élevage. Et donc ça va permettre, je l'espère, un maximum de réseautage autour de ces laines françaises. Génial, merci. Merci pour cette initiative aussi. Est-ce que c'est déjà un outil qui est en ligne, qu'on peut aller chercher, ou comment on fait pour accéder à ce réseau? Oui, tout à fait. Il est en ligne, et vous pouvez. Alors, tout le monde croit que c'est l'Anatech TEC technique. Non, c'est l'Anatech THEQE, comme une bibliothèque. C'était vraiment imaginé comme un centre de ressources, c'est pas du tout une marketplace. L'idée, c'est vraiment de porter à connaissance la filière laine française. Excellent, merci. Moi, j'aimerais du coup qu'on revienne à la matière. Vous avez toutes les trois abordé la matière sous différents angles, sous un angle créatif, comme je vous l'ai demandé là, mais c'est hyper intéressant parce que de la création et de la réflexion matière, on fait tout de suite le pont entre la thématique des Fashion Green Day, donc mode et vivant, et le vivant, donc avec l'élevage qui vient tout de suite avant, au moment de la matière. Est-ce que pardon, comment je le formule, l'approche pour vous de la matière avec le lien du coup directement avec ce monde du vivant, en fait c'est assez spécifique plutôt par rapport à vos rôles. C'est-à-dire que là j'ai en tête Lucille, quand elle va travailler, même toi Marie-Ève, quand tu vas sourcer la laine, on part d'une fibre brute naturelle qui reste vivante. Est-ce que du coup cette notion de matière vivant, vous la prenez comment vous l'abordez en fait? Parce que pour moi c'est tout de suite lié aussi à l'impact local. Je crois que juste avant on parlait de surpâturage. En fait on est tout de suite en lien finalement avec l'agriculture.
Lucile, en plus, toi qui as grandi dedans, est-ce qu'il y a, il y a forcément un lien avec le vivant? Pour moi, c'est la base parce que j'ai les mains dedans. Quand je tisse de la laine, du lin, du chanvre, ou même du coton, il y a ce côté, on a les mains dans la matière et dès le tissage, on voit par l'entrelacement des fils, en fait, ce qu'elle va donner. Et moi, tout ce que j'adore dans ce que je fais, c'est théoriquement anticiper à partir de la vue d'un fil et le toucher. C'est pour ça que je demande souvent qu'on m'envoie le fil avant de passer au tissage. Parce que j'ai besoin, théoriquement, tant de suffolk, tant de texel dedans, certes, tant de rotor, blablabla. Mais j'ai besoin de voir la matière parce que, comme disait Géraldine, la laine, le lin, c'est des matières millésimées. Ça dépend de tellement de paramètres qu'on a besoin de la sentir pour voir ce qu'elle va donner. Et à partir de là, élaborer des armures. Et là-dessus, Marie-Ève, c'est ton métier aussi. Et c'est comment agencer les laines entre elles, anticiper les gonflants. Moi, à partir des tissages de Marie-Ève, sur métier mécanique, je vais décider encore plus tasser pour apporter encore plus de relief. Voilà, c'est vraiment un travail à plusieurs mains, mais c'est vraiment un travail manuel. On ne peut pas ne pas être dans la matière. Marie-Ève, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Alors, par rapport au vivant, en fait, c'est en comprenant qu'un fil, voilà, c'est quand même, avant d'arriver à l'étape d'un fil, il y a tout un circuit. Donc, c'est en remontant la filière et en comprenant que le fil, il tombe pas du ciel comme ça. Et donc, effectivement, il y a des éleveurs, il y a tout un travail derrière. Donc c'est ça, et c'est la même chose pour le lin et pour le chanvre. Voilà, c'est de remonter la filière jusqu'au champ, en fait, et jusqu'à l'élevage pour la laine. Et c'est comme ça qu'on comprend voilà, pourquoi c'est vivant et quel impact, enfin, voilà, comment on doit respecter cette matière, parce qu'effectivement, elle ne tombe pas du ciel. C'est pareil pour le bois, enfin pour d'autres matières, mais c'est bien remonter jusqu'à la source pour comprendre tout ça. Okay. Ce travail de recherche qu'il faut faire pour bien comprendre la matière et savoir d'où elle vient. Voilà. Travailler avec le vivant. Merci. Et Géraldine, est-ce que... Oui, mais justement pour compléter, c'est en fait dire que la laine, c'est du vivant, c'est une matière naturelle, c'est le combat de tous les jours. Surtout aujourd'hui, si je dois comparer avec les fibres recyclées, je pense que les collègues seront d'accord, mais moi, je me suis retrouvée vraiment à différents salons très régulièrement. On doit toujours expliquer. Ça paraît fou de dire que la laine vient du mouton, mais en tout cas, expliquer que la laine, c'est une matière naturelle, qu'elle vient du vivant, que c'est pas du tout le combat du recyclé, que c'est exactement ce qu'expliquait Olivier. Il y a un lien direct avec le pâturage, avec les paysages, avec tout ce qui nous entoure, avec la culture rurale, agricole. Enfin, c'est la base de cette filière laine. Et c'est vrai qu'on serait peut-être un peu inquiet si la laine ne vient plus du mouton, mais je ne sais pas où on en est de la recherche. Et après, ça implique pas mal de difficultés qu'il faut aussi rappeler, c'est-à-dire qu'on va structurer un approvisionnement et puis selon l'année, la laine, ça sera pas forcément exactement la même, évidemment, c'est des enjeux, c'est des défis supplémentaires par rapport à des matières calibrées qui vont être, grâce au synthétique, sur des calibres plus évidents et reproductibles plus facilement. Là, si Lucile, elle dit OK, ça va, le fil, je serais quand même contente qu'elle ait testé l'année qui suit, ça ne sera pas exactement le même. Et puis, ça implique aussi des usages et aussi une attention à l'entretien. Nous, au niveau de la décoration, on s'est souvent intéressé à l'isolation décorative. Qu'est-ce qu'on fait de la mite? Parce que, évidemment, la laine, elle est naturelle, donc elle est aussi mangée, elle a ses ennemis. Donc voilà, ce vivant-là, il permet à la fois de poser un discours extrêmement positif et enthousiasmant sur notamment la ruralité, ses paysages et son environnement, et puis tout en ayant le souci de relever les défis contre la mythe et puis pour ces enjeux de reproductibilité.
vous travaillez, Géraldine, du coup, en interne sur ces recherches-là, ou vous travaillez avec des producteurs lainiers ou des regroupements d'entreprises? Alors, sur quel sujet, la mythe Ouais, non, mais typiquement, la mythe abordait ça, mais effectivement, sur cette fibre qui est vivante et du coup qui nécessite quand même une attention particulière et puis un travail particulier. Est-ce que à votre niveau, chez les NAMAC, vous avez des groupes de travail pour ça? Non, je dirais pas directement. C'est vraiment des enjeux de communication. C'est des éléments de langage qu'il faut tout le temps rappeler. Parce que non, c'est pas du recyclé, oui, c'est du naturel. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense qu'on n'a pas fini de répéter au niveau de notre filière. Après, je pense que c'est peut-être plus des embûches au niveau des entreprises qu'à notre niveau, mais il y a, chez nous, le groupe de travail qui se structure, c'est sur cette expertise matière, notamment en lien avec l'ANATEC, mais pas directement sur le vivant et cet enjeu-là en particulier, mais je pense que c'est vraiment un sujet transverse sur cette filière et cette matière en général. Oui, merci beaucoup. Est-ce que pour rebondir sur le vivant, du coup sur l'agriculture, est-ce que donc tu parlais tout à l'heure de collaboration et de travail avec Fonti. Est-ce que vous allez aussi, Lucie l'a très bien dit, dans le Sud, c'est incroyable, la réunion d'éleveurs et de coopératives qui se mettent en place pour effectivement, et ça sera un peu ma dernière question sur l'aspect économique, pour pouvoir effectivement en vivre. Est-ce que il y a une réflexion ou un accompagnement de l'ENAMAC aussi avec les éleveurs? Donc je sais que tu parlais de réseau d'entreprise, ce travail de Fonti qui est une filature. Est-ce que vous allez aussi... Oui, alors on est, je dirais, de plusieurs manières. Une fois qu'on a pu structurer un approvisionnement, le tester et en faire les preuves, nous, on ne va pas garder le contact éleveur. Il va être justement transmis directement à l'entreprise qui va pouvoir collaborer avec elle. Donc, quelque part, les éleveurs sont en direct. Il n'y a pas de coopérative au niveau des éleveurs. Et ce qu'on a souvent défendu au niveau de l'ENAMAC, c'était de dire que les laines qu'on a dans ce grand bassin allaitant ouest français, parce que nous, on n'est pas tout à fait dans le sud, on est plutôt dans le Massif central, au nord-ouest du Massif central. Et en fait, toute cette zone ouest français, il y a énormément, c'est quand même un des sites principaux d'élevage en France, et on a toujours défendu auprès des éleveurs que les laines sont déjà de bonne qualité pour une transformation en literie, matelasserie, filature, tapis, tapisserie, et donc directement en lien avec notre réseau d'entreprises. Et donc, on n'est pas tellement dans l'idée, mais je le dis pas, le fait de pouvoir trier la laine et d'aller sur de la qualité, je suis totalement pour. Mais disons qu'au niveau de notre relation d'éleveurs, on a plutôt voulu leur dire, voilà, on sait que c'est difficile votre métier, on ne va pas vous en demander trop. Vos laines, elles sont déjà pas mal comme ça. Voilà, avec le problème... je ne sais pas si ça a été parlé à un autre moment, mais oui, des déchets végétaux. Et donc, évidemment, la laine n'est pas parfaite, mais en termes de qualité, elle est pas mal. Et donc, nous, on essaie au maximum d'utiliser les laines existantes et de passer. Cette année, on va acheter de la laine directement au niveau d'une coopérative. En tout cas, ça fait plusieurs années qu'on essaie de tester, de valoriser des laines telles qu'elles sont au niveau des éleveurs. C'est un parti pris, je ne dis pas du tout que c'est la meilleure méthode. En tout cas, c'est celle qu'on essaie de prendre pour emmener en douceur l'élevage à se réintéresser et à reprendre confiance en fait, sur cette matière qui a été vraiment très dévalorisée. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un enjeu majeur du début de cette chaîne de valeur. Et c'est super qu'il y ait des acteurs comme ça qui s'impliquent. Est-ce que,
pour conclure un petit peu du coup sur cette notion économique de l'impact local finalement, est-ce qu'on sent que ça se structure, cette filière lainière qui renaît un peu, et quels sont pour vous les exemples de restructuration qui permettent d'en vivre, donc d'avoir un impact positif en local aussi pour les différents acteurs de cette chaîne de valeur? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre. Oui, c'est une question difficile. Peut-être que Lucille pourra compléter sur ce qu'on. Elle est plutôt en Occitanie. Il se passe beaucoup de choses sur la filière laine en ce moment. Il ne faut pas louper l'actualité parce que voilà, il y a beaucoup de. Il y a une vraie émulation, un vrai intérêt. C'est super. Après, c'est pas vraiment le fait qu'il y ait une filière qu'on en vit, c'est-à-dire que vraiment l'enjeu il est au niveau des entreprises et c'est pour ça que nous, en plus du centre de formation, on s'investit dans cet incubateur pour donner un maximum de confiance et je dirais de billes, enfin en tout cas de stratégie aux entreprises pour qu'elles puissent se pérenniser au maximum, surtout sur le tissu TPE qui est un tissu très fragile. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire et pour moi la filière laine n'est pas une filière aujourd'hui vraiment sécurisée. Il y a peu d'acteurs. Il y a certains plus gros acteurs, heureusement, des PME qui, ces dernières années, ont montré un réel dynamisme. Donc, il y a une solidité sur certains acteurs. Espérons voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle et on espère pouvoir compter sur eux pour les approvisionnements, pour la transformation. Après, voilà, il y a vraiment un tissu d'entreprise fragile et il faut acheter des produits en laine tout simplement pour pouvoir les faire vivre. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Lucille, tu veux rajouter un petit mot peut-être sur... La vie économique de la filière textile, d'une manière générale, à notre échelle, elle est quand même extrêmement complexe et loin d'être sécurisée, comme l'a dit Géraldine. Par contre, il y a plusieurs années maintenant, quand même, l'ENAMAC, entre autres, Laine d'Europe également. Moi, je trouve on fait un travail qui maintenant, par exemple, moi qui arrive, me permet de me projeter en me disant il y a un travail qui a du sens. Il y a des éleveurs qui, à l'heure actuelle, ne savent plus quoi faire de leur laine parce qu'elle ne vaut plus rien sur le marché, qui recommencent petit à petit à s'intéresser à cette matière et non plus au productivisme agricole qu'on leur a inculqué. Du coup, ça permet de voir plus loin, ça permet de projeter sur de la valeur, de la très haute valeur ajoutée due à cette matière. Il y a des choses qui se font, que ce soit en tissage, en maille, sur des filières qui vont jusqu'au bout avec de la teinture végétale derrière. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau, mais voilà, c'est loin d'être sécurisé. Et je pense que c'est le moment de se mouiller un peu la chemise. On va dire qu'il y a eu un travail en amont où il y a des gens qui ont tout donné. Et maintenant, en fait, il faut qu'on prenne le relais, tout bêtement. Et une filière, c'est le concept d'une filière, c'est qu'il faut jouer à plusieurs, parce que seul, on n'y arrive pas. Dommage. Alors, on a eu un petit problème. Est-ce qu'elle va revenir pour terminer Lucille, est-ce que tu nous entends? Peut-être qu'en attendant, on peut avoir quelqu'un d'autre pour conclure. C'était pas trop mal, elle allait pas mal conclure. Ouais, elle allait bien conclure. Ouais, mais c'était top. Continuer ce dynamisme pour renforcer la filière, suivre les acteurs et être de plus en plus visible au niveau du public. Je pense que c'est vraiment les enjeux de cette filière. Exactement. Merci. Je vois qu'il nous reste 4 minutes. Je vais proposer ce temps pour les questions. À part si vous voulez, une de vous trois, je ne sais pas si Lucille est encore là, rajouter quelque chose? Pas forcément. S'il y a des questions, ce sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans le public ici? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Et on verra ensuite en ligne s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions en ligne.
Bonjour, merci. Je pense que vous avez fait du bien à tous ces créateurs, tous ces indépendants qui sont également dans la salle et qui nous écoutent aujourd'hui. Comment vous faites, vous, finalement, qui recréez une chaîne de valeur locale sur les territoires, qui est aussi le sujet de Mode et Vivant, pour vous connecter avec les autres régions? C'est une question pour l'ENAMAC? Ouais, c'est pour toi, Géraldine. Ouais. Alors déjà, il faut se connecter au niveau de sa région. Et savez-vous que ça n'est déjà pas si simple. C'est en fait, quand on est en milieu rural, la communication d'une manière générale, la collaboration n'est pas simple parce que il n'y a pas une centralité, il faut se déplacer. Alors moi, je sais pas si je crois que je vais être obligée de me dire que je me réjouis presque de la visioconférence aujourd'hui, en tout cas en milieu rural. Elle permet enfin, et c'est là aujourd'hui, je suis aussi parmi vous grâce à cet outil. Je dirais que ma sensation, c'est que ce travail de filière va être vraiment facilité par cet outil de visioconférence. Parce que dans la ruralité, on est éloignés les uns des autres. C'est pas simple en fait de collaborer, de réseauter. On peut créer des événements, on peut créer des temps forts, mais après chacun repart chez soi. Et en fait, cette fréquence de rendez-vous, donc nous, c'est des choses qu'on est en train d'essayer de mettre davantage en place au niveau de l'association pour enfin avoir une régularité qui va permettre d'avoir des projets plus forts et une filière plus forte du coup. Après, donc, oui, une fois qu'il y a cet outil-là, il peut se faire avec une autre région, il peut se faire à n'importe quelle échelle, il peut même se faire avec un autre pays. Mais je dirais que tout ça a été franchement facilité. Alors, voilà, c'est comment on travaille, ça reste en milieu rural l'une des difficultés. Donc, pardon de répondre ça, mais c'est vrai que l'outil vidéoconférence va faciliter les collaborations dans la région et avec les autres régions. Après, je dirais qu'assez spontanément, entre régions, entre acteurs de la filière laine, c'est un assez petit milieu, on se connaît beaucoup, donc assez naturellement, on peut se contacter, on va se retrouver sur des projets. Donc, je dirais que ça réseaute au-delà des régions. Hein. Moi, je ne me sens pas du tout sclérosée au niveau de ma région. Au contraire, le lavage, il est en Loire, donc automatiquement, on va basculer sur une échelle massive centrale. Ensuite, on va avoir la dynamique dans... La filière laine, aujourd'hui, elle est autour des massifs montagneux, là où il reste de l'élevage. Donc, il y a un vrai dynamisme entre les massifs montagneux français.